Particulièrement de la station régionale d'Oran. On est très heureux de vous accompagner pendant 1h30 en votre compagnie devant votre petit déjeuner. Eh bien, on est là. Eh bien, voilà, donc aujourd'hui sur notre feuille de route, j'espère que notre programme répondra à vos attentes. On aura déjà de la santé, on aura l'université. Alors avec des pépites, vous allez les découvrir avec nous tout à l'heure. On aura de la culture avec une écrivaine qui a fait un ouvrage sur Oran hier, donc vous allez le découvrir avec nous tout à l'heure. Et dernière ligne droite, l'artisanat à l'honneur avec des gâteaux traditionnels et la dame et les mains d'or qui les confectionnent. Voilà tout pour cette matinée. Alors pour tout ce qui concerne, on va dire, la météo du week-end, il va faire très très beau puisque ça correspond aussi avec l'Eid al-Kbir, c'est le vendredi Inch'Allah, donc il fera très beau. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez et bien sûr admirer, apprécier aussi au sein de vos familles l'Eid. Alors comme on vous l'a, on va dire, habitué comme à chaque semaine, on vous propose une chanson pour bien vous booster au début et on se retrouve juste après avec le premier plateau de santé. يا للناس انتي رواية كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك ابن البشر انتي القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية
Kabawin avec Hubbek Hikaya. Et moi, je vous dis, chers amis du matin, Hubkom Hikaya. Et je vous adore. C'est la raison pour laquelle que je me retrouve toujours chaque semaine pour vous accompagner en ce mercredi 4 juin, je le rappelle. Alors, il fait très très beau, le grand soleil. Et le premier plateau de la feuille de route aujourd'hui qui, j'espère, répondra à vos attentes. La santé qui est à l'honneur en cette matinée avec 3 médecins et pas des moindres, puisque nous avons avec nous professeur Farouk Boukerch. Alors lui, il est cardiologue et président de l'association Amoprec. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Salam alaikum, merci. Vous allez pour bien? L'invitation, oui. Alhamdulillah. Et bien sûr, vous êtes accompagné de M. Jamel Meknessi. Vous êtes néphrologue à l'EHU. Et secrétaire de l'Amoprec. Et secrétaire général, c'est ça? Secrétaire général de l'Amoprec. Merci voilà. pour l'invitation. Ça va? Madame. Vous allez bien? Très très bien, merci. Alhamdulillah. Et bien sûr, Nordine Kharbish, médecin urgentiste au CHU d'Oran. Bonjour, Bonjour. Marhabadik. Merci pour l'invitation. J'ai l'honneur d'être parmi vous. Je vous remercie pour cette invitation et je remercie l'équipe de l'Ombre qui sont toujours actifs pour réussir cette plateau. Merci beaucoup. Alors, on va parler un petit peu du 16e congrès. Alors, cette année, c'était sur les traitements de diabète et prévention. Mais avant d'aborder ce sujet, bien sûr, qui est très épineux et qui intéresse tous nos amis téléspectateurs, parce que on a tous un diabétique autour de nous, que ce soit de la famille, que ce soit autour de nous, que ce soit voisins, amis, etc. Le diabète, d'ailleurs, il a pris du terrain, beaucoup de terrain. C'est une maladie sournoise, donc oui, il faut vraiment la prendre en charge, bien la prendre en charge. Donc, mais on va parler d'abord de l'Amoprec. Déjà, parlez-nous un petit peu de cette association. Amoprec, qu'est-ce que l'Amoprec? L'Amoprec, c'est une association qui a été fondée en 2006. C'est l'association des médecins pour la prévention contre les maladies cardiovasculaires. Et récemment, on a même intégré la lutte contre le cancer. C'est une association qui a pour but de promouvoir la prévention en général. Et comme vous le savez, les premières causes de morbimortalité en Algérie, en premier lieu, c'est les maladies cardiovasculaires, alors peut-être l'infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux. Et en deuxième lieu, le cancer avec les différentes atteintes d'organes. C'est-à-dire, c'est pourquoi le but de notre association, c'est de s'axer sur la prévention, parce que comme vous le savez, la prise en charge de ces pathologies, elle est très lourde. C'est-à-dire, idéalement, il faut agir en amont et essayer à la base d'éviter la survenue de ces complications qui sont problématiques en termes de prise en charge. C'est des maladies qui donnent beaucoup de complications et il vaut mieux prévenir que guérir, comme dit l'adage. Effectivement. Et depuis quand existe l'association, l'Amoprec? Notre association a été fondée en 2006, c'est-à-dire on est à peu près... Elle n'est pas aussi jeune que ça. Oui, c'est-à-dire l'année prochaine, on va fêter notre 20e anniversaire. C'est-à-dire c'est une association qui est multidisciplinaire, c'est-à-dire elle regroupe différents spécialistes, aussi bien du secteur public que privé, universitaire, les différentes spécialités, les médecins généralistes de famille. C'est-à-dire on essaie de promouvoir la multidisciplinarité. Ça existe, les médecins généralistes de famille? C'est-à-dire actuellement, oui, c'est des médecins généralistes, mais il y a un mouvement aussi bien sur le plan universitaire pour développer l'enseignement de cette branche, c'est-à-dire la médecine générale deviendra... Parce que c'est très important. Ouais, très important, d'ailleurs, c'est la base. Oui, bien sûr. C'est-à-dire c'est la cheville ouvrière de la prise en charge de la santé dans le monde. On a toujours besoin d'un généraliste autour de nous. Et actuellement, ils sont d'une rareté incroyable, d'ailleurs. Donc... oui. Moi, je pense qu'il faudrait revoir un petit peu, c'est à travers votre association, qu'il faudrait un petit peu booster un petit peu le secteur pour qu'il puisse un petit peu, lui aussi, se mettre au diapason des autres pays et d'ailleurs, remettre en valeur le médecin généraliste, parce que généralement, on l'a un petit peu oublié. Ce n'est pas l'État qui l'a oublié, hein. C'est nous. C'est nous en tant qu'Algériens, en tant que citoyens. On a perdu l'habitude de partir chez un médecin généraliste, on va dire, du quartier. Donc, et maintenant, c'est qu'on fait nous-mêmes les diagnostics, on part
tout droit chez les médecins, chez les spécialistes, alors qu'il faudrait généralement passer D'abord. par, voilà, exactement par le médecin généraliste. Effectivement. J'ai raison alors. Oui, vous avez tout à fait raison. Très bien alors, heureusement. Donc, alors parlez-nous un petit peu de la préparation du 16e congrès. Pour la préparation, c'est-à-dire pour ce 16e congrès, on s'est focalisé sur une certaine approche qui est assez différente des autres associations des congrès. C'est-à-dire on s'est focalisé sur l'interdisciplinarité parce que vous avez bien dit, le diabète, aussi l'hypertension, ça, à travers le nombre qui a réellement augmenté, il y a une explosion du nombre de patients diabétiques et surtout hypertendus. C'est-à-dire à travers le monde, on parle actuellement en 2025 de 1,5 milliard d'hypertendus. En Algérie, au bas mot, il y a à peu près 7 millions d'hypertendus. Et à peu près ce qu'on a développé dans le congrès, c'est-à-dire à peu près 5 millions d'Algériens ne savent pas qu'ils sont soit hypertendus, soit ils savent qu'ils sont hypertendus, mais ils ne prennent pas de traitement. Ou ils ne sont pas contrôlés. C'est-à-dire, des fois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont hypertendus aussi. Oui, oui. D'où l'intérêt du dépistage qui va du médecin de famille jusqu'au médecin spécialiste. Et même pour la prise en charge, dans ce congrès, on a intégré ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, c'est-à-dire chaque pathologie, que ce soit le diabète ou l'hypertension, n'est pas prise en charge par un seul médecin, un seul spécialiste. C'est-à-dire, par exemple, dans la session de l'hypertension, c'est-à-dire on s'est focalisé, bien entendu, on a invité des experts en cardiologie, en néphrologie, en endocrinologie, même pour le patient diabétique. C'est-à-dire il n'a pas uniquement son médecin diabétologue qui doit le suivre. Il lui faut un cardiologue qui doit prévenir la survenue de complications cardiovasculaires. Oui. Et si elles surviennent, elles doivent être bien traitées. Il faut le médecin néphrologue qui doit protéger le rein du patient diabétique parce que c'est une complication très fréquente. Il y a aussi d'autres spécialistes. Oui, il y a les médecins urgentistes, les médecins réanimateurs qui œuvrent dans les cas difficiles, dans les complications. Et c'est beaucoup plus cette prise en charge multidisciplinaire qui aboutira à l'amélioration de la prise en charge du patient algérien en général, qu'il soit hypertendu, diabétique ou d'autres pathologies. Dans le congrès aussi, on s'est focalisé sur la prise en charge des facteurs de risque. Il y a une session sevrage tabagique, parce que le tabac fait toujours beaucoup de dégâts. C'est la première cause évitable des cancers. C'est-à-dire, c'est une cause aussi très importante, la survenue des maladies cardiovasculaires, les infarctus, les syndromes coronariens et les AVC. Et c'est vraiment, c'est une entité évitable. C'est-à-dire, si on arrive à donner les moyens, et surtout, ce n'est pas en termes financiers, beaucoup plus des moyens humains. C'est-à-dire, former les médecins à aider leurs patients à sevrer. C'est-à-dire, par exemple, pour le sévrage tabagique, il ne faut pas juste dire aux patients il faut arrêter de fumer. Il faut l'accompagner dans cette action. Effectivement, parce qu'il ne va pas s'arrêter. Oui, parce que si juste on fait cela, on n'arrive pas à aboutir au sevrage tabagique. Par exemple, en cardiologie, il y a des études qui ont prouvé que les patients qui font un infarctus du myocarde, plus de la moitié d'entre eux, dans les 6 mois qui suivent l'événement coronaire, ils vont retomber dans le problème du tabagisme. Oui. C'est-à-dire, si on ne les accompagne pas d'une manière concrète, ça veut dire plus de la moitié, malgré qu'ils ont fait un infarctus du myocarde, ils vont refaire un deuxième et il risque d'être fatal aussi. Parce qu'une fois, on va dire, l'infarctus, voilà. Donc, la première fois, donc, il peut quand même, on va dire, échapper au décès. Le deuxième, il risque, c'est du 50-50, mais le troisième, c'est bon. Et des fois, malheureusement... Parce que c'est la moitié du corps qui sera nécrosé. Malheureusement, dès le premier épisode, il peut être très grave et fatal. Dans le congrès aussi, on a insisté sur les nouveautés, les innovations, aussi bien dans le diabète, l'hypertension. J'ai eu une présentation sur l'HTA et innovation. Justement, j'allais vous poser la question. Alors, parlez-nous un petit peu de vos
Je pense que vous avez communiqué sur plusieurs sujets d'ailleurs. Oui, oui. Voilà. C'est-à-dire sur principalement la prévention, mais il y avait un thème qui était d'actualité, c'était HTA Innovation, où j'ai mis en exergue le futur apport de l'intelligence artificielle dans la prise en charge des patients en général et surtout de l'hypertension. Parce que, comme je vous ai dit, le nombre de patients hypertendus explose. C'est-à-dire Parce que généralement, nous les Algériens, c'est qu'on ne fait jamais de check-up. Oui. On ne part jamais chez le médecin. Tant qu'on est bien, Oui. on ne va pas en faire rien du tout. Donc on est bien et ça s'arrête là. Alors que l'hypertension, elle est sournoise, le diabète est sournois, les maladies cardiovasculaires sont sournoises parce que des fois on est fatigué. On ne sait pas d'où vient cette fatigue. On la met sur le compte de la fatigue et puis de tout ce qu'on fait au courant de la journée. Des fois, les tâches ménagères. Des fois, on fait des courses, on se dit tiens, on s'est fatigué parce qu'on est sorti, il fait chaud, etc. Alors que derrière tout ça, il y a beaucoup de choses. Peut-être que ça cache une pathologie grave aussi. Oui, ouais, Donc c'est pour ça qu'on n'a pas cette culture de faire un check-up au moins une fois par an. Oui, c'est tout à fait exact. Et Oui. il vaut mieux dépister précocement pour Exactement. bien traiter. D'où l'intérêt actuellement dans le monde. C'est-à-dire, on essaie de développer des outils pratiques pour dépister ces pathologies dans l'HTA. Comme vous savez, il y a certains gadgets, entre guillemets, qui sont en voie de développement. Ils se basent sur une technologie, c'est la photoplétismographie. C'est-à-dire, ce n'est pas le même principe de la mesure de la pression artérielle avec le brassard qui gonfle. C'est des gadgets, par exemple, vous pouvez utiliser une montre Exactement. intelligente ou, par exemple, votre smartphone qui va pouvoir vous donner une idée sur votre pression artérielle, sur votre rythme cardiaque. Et avant de partir chez votre médecin, vous pouvez savoir un petit peu, avoir une idée si vous êtes à risque d'être hypertendu ou vous êtes hypertendu. Et ça permet ce qu'on appelle un dépistage de masse. Surtout que le facteur génétique aussi, il joue un grand rôle. Oui. Et le facteur héréditaire aussi, il joue un très grand rôle. Oui. Parce que si on voit, il faut d'abord contrôler les antécédents familiaux. Parce que là, ça rentre, justement, La c'est que ça prédisposition. rentre, voilà, l'exposition. Elle est beaucoup plus fréquente chez les personnes qui ont des antécédents familiaux où il y a l'HTA, la cardiopathie, etc. Toutes les mauvaises maladies, on va dire le mot en complètement. Donc, ils sont beaucoup plus à risque. Donc, ces personnes-là, il faudrait qu'elles fassent des check-ups très souvent. Oui, oui. Et l'intérêt de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ils ont développé Voilà. un logiciel qui vous permet d'introduire, comme vous avez dit, l'hérédité, vos facteurs de risque, l'âge, certains Voilà. paramètres, et il vous dit le risque, votre risque d'être hypertendu Effectivement. dans l'immédiat et dans le futur. Et D'où il faut avoir un rééquilibrage alimentaire, il faut avoir... Hygiène de vie. Exactement, donc une hygiène de vie Adapté. pour éviter un petit peu voilà, tout ça. tout ça. Je pense. Alors là, je m'adresse à vous, docteur Meknessi. C'est un plaisir de vous Merci recevoir beaucoup, sur le madame. plateau de Bonjour d'Algérie. Vous avez communiqué justement Exactement, lors oui. du 16e congrès. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Oui. nous en dire un peu plus sur vos communications? Très bien. Donc je reviens à l'AMOPREC. Moi, j'ai rejoint l'AMOPREC il y a bientôt 5 ans. Je vais vers la 5e année. Donc, j'avais trouvé une équipe vraiment extraordinaire, hein, un climat de travail qui permet d'ajouter quelque chose avec mes collègues. Donc, justement, on se base sur la prévention. Notre rôle dans l'association, c'est de faire de la prévention et de dépister toutes ces complications des maladies chroniques qu'on peut avoir. Exactement. Il faut savoir, parmi les maladies, il y a les maladies rénales qui sont asymptomatiques. On peut avoir dans la première consultation, le premier contact malade, une insuffisance rénale chronique terminale où on doit annoncer et commencer ce qu'on appelle l'épuration extra-rénale d'emblée. Il faut savoir que parmi les causes de mise en dialyse, il y a le diabète qui est classé en premier. Donc le diabète fait des dégâts, le diabète, ça bousille les S'il n'est vaisseaux. pas bien pris en charge. Bien sûr, bien Parce sûr. qu'il faut vraiment le dire. Parce qu'il y a des malades quand même diabétiques qui se prennent vraiment très très Oui, bien. oui, bien sûr, Ils sont très très bien pris en charge. Alors que d'autres, c'est la catastrophe. Parce qu'il n'y a pas
les complications s'accélèrent au-delà de 5 ans, 6 ans de mauvais équilibre de diabète. Exactement. Et malheureusement, lorsque l'atteinte rénale est là, l'évolution, elle est trop rapide. On n'a pas le temps rattraper. et malheureusement, les malades sont référés tardivement au néphrologue. On a fait des études qui ont montré que 2 tiers des patients arrivent au stade de dialyse. C'est-à-dire on va jouer le mauvais rôle. Et c'est pour ça, il y a beaucoup de gens qui disent que vous avez la mauvaise besogne. L'hémodialyse est l'échec de la néphrologie, mais en réalité, c'est l'échec de tout un système ou d'un suivi. Parce que le diabétique, il est 15 ans, chez le généraliste, le diabétologue et l'endocrinologue. Maintenant, on le reçoit. Oui, mais attendez, il y a des diabétiques qui ne partent jamais chez leur médecin. Oui, bien sûr, parce que c'est asymptomatique. Il n'y a pas de, les signes sont pas spécifiques. Hein. Il peut s'agir d'une fatigue, une fatigue qu'on ne prend pas au sérieux, mais ça peut cacher une maladie rénale chronique. D'où les premiers signes d'intolérance de cette maladie rénale chronique, c'est une asthénie, c'est une fatigue. Voilà. Une asthénie aiguë, des fois. C'est des signes digestifs. Et actuellement, c'est qu'ils mettent l'asthénie aiguë sous le compte de « Ah non, j'ai été Covidé, donc certainement ce sont les répercussions du Covid. » Non, donc, le Covid, ça y est, c'est bon, il est passé. Donc il y a un retard de diagnostic de la maladie rénale. Exactement. Il y a une errance, parfois c'est des nausées et des vomissements. Voilà. On les met sous le compte d'un trouble digestif. Effectivement. Mais si on fait... Ça, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc il faut savoir que le diabète avec l'hypertension artérielle constitue la première cause de mise en dialyse. C'est-à-dire si on fait à Oran, on a à peu près 1600 malades hémodialysés dans les centres libéraux privés et dans les centres privés. Alhamdoulilah, notre État a fait des efforts. Oui. Il n'y a pas un patient qui D'ailleurs, ne à l'EHU, peut il y pas a être tout un dialysé. service Oui, en fonction justement. Je suis le chef d'unité de l'épuration extrarénale, pas que l'hémodialyse, parce qu'on fait d'autres techniques. C'est l'hémodialyse que tout le monde connaît. Il y a l'hémodiafiltration. Elle est, on l'indique pour des patients qui présentent des cardiopathies qui ne peuvent pas supporter l'hémodialyse. Et on fait ce qu'on appelle les échanges plasmatiques. Parlez-moi justement de ce point-là. Voilà. Alors pour les insuffisants cardiaques, etc., qui ne peuvent pas tolérer exactement, ils ne tolèrent pas le long cours. Alors, donc on dispose de machines qui peuvent assurer une méthode d'épuration qui est tolérée par le patient, notamment le patient cardiopathe. Donc l'unité de dialyse, de l'épuration, épuration extrarénale, pas que l'hémodialyse. Dispose du matériel, alhamdoulilah, on a le matériel qu'il faut et on a pris énormément de passes. La dernière étude, on a présenté une étude à Tlemcen concernant 56 patients qui ont été pris en charge avec une bonne évolution, surtout pour les atteintes aiguës, c'est-à-dire où le patient peut récupérer. Même sur le plan cardiaque, on a eu beaucoup de résultats au niveau de notre structure à l'EHU d'Oran. Et pour les malades chroniques, c'est-à-dire qui nécessitent une technique au long cours, on fait cette technique en attendant de mettre ce qu'on appelle une deuxième technique d'épuration, d'hémodialyse, ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Cette technique, normalement, on a tout la haqqa et tout. J'espère qu'on aura une autre chance pour détailler cette deuxième technique. Voilà. C'est une technique qu'on peut proposer justement chez les cardiopathes. Elle est douce pour les patients au long cours. Donc, je reviens par rapport aux causes. C'est l'hypertension et le diabète constituent la première cause de mise en dialyse. C'est-à-dire, c'est une insuffisance rénale évitable, comme a signalé le professeur Farouk Boukerch. Donc, on peut éviter 55% de patients. Par exemple, à peu près, on n'a pas un chiffre exact, mais je pense à avoisiner les 1600 patients hémodialysés. Donc, si on maîtrise bien ces facteurs de risque tels que le diabète, l'hypertension, la toxicité médicamenteuse, l'automédication qui fait dégâts, on utilise beaucoup de médicaments à tort et à travers, c'est-à-dire sans ordonnance, avec des médicaments des céphalées de rien du tout, on va tous prendre paracétamol, ça bousille le foie. Les anti-inflammatoires, ça bousille le rein. Donc, on a beaucoup de patients. On les voit pas ailleurs, mais nous, qui prennent en charge les patients, il y a un pourcentage énorme des patients qui prennent ce type de médicaments au long cours. Les anti-inflammatoires, notamment. Oui. D'accord. Donc, le diabète, l'hypertension, ça constitue les majeures causes. Nous, pour revenir
pour revenir à votre notre communication. congrès, Oui. donc le volet rein, on a donné le titre Ma Boukelch, la protection, comment protéger le rein Justement, alors des patients. j'allais mettre un accent sur votre deuxième communication. Comment protéger le malade dialysé? Un défi au quotidien. Voilà. Et ça, c'est vrai, c'est un défi au Voilà, quotidien. parce que mettre un patient, mettre un malade qui a une insuffisance rénale chronique terminale, c'est-à-dire que ses reins sont détruits et qui doit avoir des séances de démodialyse, c'est pas la fin. Donc il faut continuer la prise en charge. Exactement, c'est pas la fin, Parce c'est que le début la d'une machine, autre. voilà, parce que la machine d'une autre ne phase. peut pas remplacer un rein. Un rein fonctionne 24 sur 24. Donc, Exactement, c'est il toute perd la des journée. quantités très importantes de sang. Il reçoit 25% de débit cardiaque. C'est un petit organe, il ne pèse pas beaucoup. Hein, c'est 20, Mais 120, il fait 120, beaucoup de choses. Et il fait beaucoup de choses. Voilà, il Donc fait c'est pour ça beaucoup qu'il. Le corps humain est il y a très ce qu'on complexe. appelle le vieillissement rénal. Il faut savoir qu'à partir de l'âge de 40 ans, mais de 80 ans, l'âge de 40 ans, donc ça commence le déclin. Donc Ouais, on ça perd commence à descendre. ce qu'on appelle le DFG, avec le débit de filtration glomérulaire, la filtration glomérulaire, on commence à perdre 1 millilitre par an. 1 millilitre par an Mon Dieu. à partir de l'âge de 40 ans. Ouh là là. Donc ça peut s'accélérer si Ouais. on est diabétique, on est hypertendu, si on a des maladies pourvoyeuses d'insuffisance rénale, si on prend beaucoup de médicaments. Il y a les produits contraste iodé utilisés pour les examens morphologiques qu'on ne vérifie pas avant la fonction rénale, surtout si le sujet est âgé. Donc il y a beaucoup de choses à faire en préventif. Parce que même bad, c'est trop tard. C'est qui m'égoule que les 45 Exactement. le rein est fibrosé, on ne peut peut pas le faire. récupérer. Donc, il faut faire de la prévention, de dépistage, des campagnes de dépistage. Justement, dans notre association, on a eu l'idée de faire un travail tout longueur de l'année. C'est pour ça on est venu justement parce que Oui, nous c'est avons avec plaisir, oui, de oui, notre bien association de la prévention. Donc, on va faire des campagnes de dépistage au grand public. Vous avez un programme, justement? Oui, justement, on est en train de discuter. Très bien. On va le lancer, c'est-à-dire malheureusement on a besoin de sponsoring. Enfin, Eh ben oui. Une association, Oui, on n'a ce pas n'est de. pas évident. Donc on a besoin de sponsoring. Les sociétés savantes là nous aident pour faire cette campagne d'information, de formation, de dépistage de ces maladies chroniques en général et notamment les maladies rénales parce qu'ils sont silencieuses. silencieuses, sont oui. découvertes au stade. Donc pour Au revenir stade final de... voilà, pour le dialysé, Goutlek, il a besoin d'être suivi parce qu'il y a des complications, parce qu'il y a l'accélération de l'inflammation, de la sclérose, de l'athérosclérose, de la dénutrition. Donc il doit évaluer leur poids sec. Il y a une notion de poids sec parce qu'il présente une rétention hydrosodée. Donc il faut à chaque fois rétablir leur poids sec. Donc contrôler leur anémie. Il y a beaucoup de choses à faire avec les complications osseuses, les troubles minéraux osseux et viscéraux. Il y a de la calcification des vaisseaux. Donc ça oui. expose le malade à faire. Alhamdoulilah, on a des patients qui sont 40 ans d'hémodialyse. Donc, Effectivement, voilà, oui. parce De toute qu'on a façon, la amélioré- dialyse ne tue pas. Parce que, voilà. C'est la fausse idée, d'ailleurs. Voilà, qu'on a c'est vrai que ça généralement. remplace pas beaucoup le rein à 100%, mais il y a la machine qui peut faire ce qu'on appelle l'épuration, hein, et il y a les traitements médicamenteux que le patient doit avoir. Mais avec les avancées justement des recherches, moi j'ai vu sur plusieurs sites scientifiques Oui. que aux États-Unis, il y a un groupe Et de bien chercheurs, il y a quelques années en arrière, Exact, oui. ils ont fait l'invention d'un rein artificiel. Des dispositifs, Donc, justement. Exactement, qui vont commencer à le mettre. Je pense que ça va arriver. Et- Ça va arriver effectivement, parce que là, oui. si on compare le matériel de dialyse qu'on dispose de la Khor, il est minuscule par rapport à ce qu'on avait. C'était Voilà. vraiment énorme, des Exactement. filtres kbar et tout. Donc ça a été amélioré. Donc on va garder l'espoir et Voilà. ça, on verra Bah oui. ce matériel. Mais de préférence, il y a beaucoup de patients qui nécessitent ou qui attendent d'être greffés. Parce que le meilleur traitement, Effectivement, c'est la greffe. justement, le meilleur traitement, c'est ça. C'est la greffe des reins. C'est le rein qui peut remplacer Mais un est-ce que rein. la greffe des reins en Algérie est très répandue? Oui, actuellement, on a fait une Il y a très pas grande de rejet? AVC. On a plusieurs centres de greffe à travers le territoire national. Notre structure, on a minimum 400 patients greffés qui sont suivis. On fait à peu près à l'EHU une greffe par semaine. C'est-à-dire, c'est le schéma actuel, c'est 4 malades qui sont greffés chaque mois.
C'est-à-dire si on répartit sur la semaine, c'est une greffe par semaine. Et on remercie l'équipe de chirurgie de l'équipe du professeur Yousfi. Oui. Et voilà, son équipe. Qu'on a reçu ici sur le plateau plusieurs fois. L'équipe de réanimation, l'équipe de l'immunologie, la biochimie. C'est-à-dire il y a toute une équipe. Donc ils font du bon travail. Mais malheureusement, on ne peut pas greffer tout le monde. On a 36 000 patients hémodialysés à travers le territoire national. Et mais tous, ils attendent une greffe rénale. Pour le moment, on ne prend pas les diabétiques, parce que c'est un peu compliqué. Hein. Il faut que greffe rein et pancréas pour justement... régler définitivement. Exactement. C'est pas évident. Donc, les diabétiques, les patients tarés, les vieux dialysés, donc il y a quelques patients. Les patients, il faut qu'ils aient un donneur apparenté, c'est-à-dire de la famille. On a élargi un petit peu vers les cousins, les cousines et tout, mais ça ne répond pas aux besoins. Ça répond pas aux besoins. La meilleure solution, c'est la greffe cadavérique, ça va régler le problème, définitivement. Et est-ce qu'elle est répandue en Algérie? Parce que généralement, comme on a de fausses idées, où ils disent avec tous mes organes. En tout cas, je pense... C'est qu'il faut sensibiliser dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand on est mort, ça y est, c'est bon, on est mort et puis c'est tout. Exactement. Mais les organes, ils restent intacts. Ceux qui ont de bons organes, pourquoi ne pas faire un don, justement, à quelqu'un qui en a besoin? Je pense que le travail a été fait, hein. Sur le plan religieux, sur le plan législation et tout, ça reste de concrétiser ça et préparer justement. Il faut que les patients soient... Je pense que la maîtrise du geste des chirurgiens, on a très bons chirurgiens à la Koulial. Ça c'est ils disent à l'aise, rapide, maintenant dans le silence, et le travail est fait. Qu'une caméra, qu'un projecteur, les gens ou une activité classique. On va faire la greffe, on va greffer, on a greffé, donc alhamdoulilah. Donc tout le monde est rodé pour ça. Effectivement, oui. Voilà. Donc après, justement, le rein de cadavre qui va trouver la solution. Effectivement, voilà. Il n'y a pas de problème par rapport aux dons d'organes. Mais je pense que c'est une préparation. Les équipes, une logistique, parce que il faut préparer tous les patients. On a les 36 000 hémodialysés. Il faut que les 36 000 soient répertoriés, bilantés, préparés. Une fois un rein ben, un accident de la voie publique ou là. Effectivement, oui. Donc automatiquement, l'organe malade rapidement. Mais il faut avoir toute une logistique. Hein. Un rein maqsantena où le malade comment ils font pour faire le transport? Comment transporter ce rein? Justement, il faut faire rapide, il faut dans les délais, il ne faut pas dépasser les 6 heures, même avec les conservations. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une logistique Beina, l'équipe Beina, les malades préparés. Oui. Les malades qu'on nous préparés, les équipes qu'on nous rodées. Je pense que sur le plan technique et tout, c'est fait. La préparation, le geste, la réanimation, avant, post, le périopératoire, donc c'est fait. Les médicaments, les drogues, on dispose de tout. Mais il faut passer l'étape pour répondre et traiter tout le monde. Donc, il y a deux volets. Il y a un volet de dépistage pour essayer de réduire, surtout les insuffisances rénales évitables. Le diabète, on peut freiner. L'automédication, on peut freiner. Les malformations, les uropathies, les maladies héréditaires, on peut contrôler tout ça. Donc, on fait le dépistage pour les patients qui sont déjà hémodialysés. On doit leur proposer la greffe cadavérique parce que c'est le meilleur traitement. Et généralement, est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'il y a des personnes qui acceptent? Parce que des fois, d'emblée, on vous dit non. Il y a des expériences. C'est dommage. Hein, non, aussi, il faut trouver un moyen. Ailleurs, je pense que quelqu'un qui ne s'oppose pas de son vivant, donc il est donneur automatiquement. Mais même celui qui reçoit, peut-être il va vous dire oui, mais autour de lui, sa famille, ses parents, etc., ils vont dire non. On n'a pas assisté à ça. Non, au contraire. Je voulais savoir. Donc, juste, monsieur docteur Nordine Mkhabech, vous êtes urgentiste justement au CHU d'Oran. Donc, et vous recevez quand même, on va dire, les malades catastrophiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette prise en charge qui est très rapide, qui doit être très rapide, mais aussi de votre communication que vous avez donnée justement lors du 16e congrès? Donc, pour commencer d'abord,
Le congrès, c'est quoi? C'est des données scientifiques, données par des experts comme Dr. Khalbech Farouk et Jamal Meknassi. Donc, c'est des données scientifiques. Mais le problème, ça ne s'arrête pas là. Le problème, c'est de trouver des solutions et donner l'espoir aux malades et engager avec lui. Parce que la santé, c'est une responsabilité de tout le monde. Il n'est pas que le médecin. Il y a les médecins, il y a les malades, il y a des personnes qui sont ça. Donc notre but de l'association, parce qu'on a déjà des malades hypertendus, on a des diabétiques, le problème, il ne se pose pas parce qu'ils sont traités. Le problème réel, c'est arrêter le recrutement de nouveaux malades. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un dépistage et éventuellement éliminer de ramener certains malades au nombre élevé d'hypertendus diabétiques. Comme vous savez, les hypertendus, un hypertendu peut être à deux mains diabétique, un diabétique peut être deux mains hypertendu. Sont des amis intimes. Notre but aussi, c'est arrêter cette communication. Voilà, et pour les gens qui sont sains aussi, on fait le maximum pour donner des conseils de pointe. Surtout l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, le sport, éviter de consommer des colorants, parce que les colorants, c'est prouvé, ils sont cancérigènes. Donc on doit toujours éduquer des personnes qui sont ça pour être un peu bio. C'est pas facile, mais il faut faire un effort. De toute façon, il faut juste reprendre les bonnes habitudes de nos grands-mères, de nos aïeuls. Et c'est pour ça que dans notre congrès, on a deux chapitres. Il y a un chapitre théorique donné par des experts de pointe. On a des sommités actuels. Effectivement, oui. C'est des jeunes, mais ils donnent des trucs de pointe, c'est ça. Bon. Ils règlent pas mal de problèmes, surtout au niveau du cardio, néphro, diabète aussi. Il y a des personnes, ils sont jeunes, ils donnent une schéma thérapeutique adapté cas par cas, parce que chaque malade c'est un cas, comme d'habitude. Et quand le deuxième chapitre, tu as les ateliers. Puis les ateliers, il y a des techniques pratiques. Par exemple, je te donne un exemple. Un citoyen qui n'importe quel endroit, il mange, en même temps il mange, il part. À ce moment-là, un morceau de viande ou de pain solide, il va passer au niveau trachéen. À travers, exactement. Donc il va bloquer le passage de l'air, il va être étouffé, et il risque de mourir à n'importe quelle seconde. Donc s'il n'y a pas quelqu'un près de lui, il sait comment dégager, il va mourir. Il n'a pas le temps de partir à l'hôpital ou un médecin qui va le rejoindre. Donc c'est pour ça qu'il faut former cette population. À travers ça, dans mon esprit, c'est le professeur Lahoul Abdelkader Al-Belhma, il a lancé cette initiative. C'est grâce à lui qu'il a introduit cette formation au niveau de l'université médicale. Sur le territoire national, depuis 5 ans, on donne des cours pour former des jeunes médecins pour participer à notre secours. Et en même temps, tout citoyen, il doit être formé. Parce que c'est inacceptable, un jeune de 18 ans, 20 ans, il va mourir à cause de fausses routes. Effectivement. Un petit aliment qui est parti à travers... on peut le former, il peut le sauver facilement. Il doit pencher en avant, frapper entre des omoplates, il va dégager le étranger et le problème est réglé. Donc il n'a pas le temps de partir. C'est pour ça que cette formation doit être élargie dans les États-Unis. Les États-Unis, qui ont 80% de la population, ils mettraient cette formation de pointe. Chez nous, on est très éloigné. Donc on essaie toujours de former au niveau de l'université pour au moins minimiser le minimum de dégâts. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des jeunes, des fois ils nous appellent à domicile. Je trouve un jeune dans sa table, la nourriture, allongé, décédé, on comprend toujours c'est quoi étranger. Parce que c'est vraiment fatal. Ou le deuxième problème aussi, un arrêt cardio-respiratoire à domicile. S'il commence le massage cardiaque immédiatement, le temps, l'équipe va venir, on peut rattraper. Parce que c'est une question de timing. C'est-à-dire, si on commence le massage cardiaque, moins de 3 minutes, il a beaucoup de chances de récupération. De récupérer. Voilà. S'il dépasse 8 minutes, 10 minutes, on ne fait rien, le risque, les chances de survie diminuent rapidement. On doit former même tout le monde, parce que c'est important. Parce qu'il y a des études qui ont été faites sur le massage cardiaque in situ, sur place. Si un citoyen il commence à faire masser, c'est comme s'il remplace le cœur. Donc si l'équipe va venir, il y a une chance meilleure pour l'équipation. J'ai mis une fillette, je ne dis pas l'endroit pour ne pas toucher l'individu. Elle a fait un arrêt cardio-respiratoire. C'est une fille de 11 ans. On a pu la récupérer grâce. Il y avait quelqu'un sur du lieu, il a commencé à masser. Donc
déplacer sur place, on a intubé le malade, on a pu la récupérer. Si ce bonhomme n'a pas commencé à masser, on ne peut pas l'avoir, parce que les dégâts ça y est, tout est rompu. Ouais, ça s'installe, les lésions irréversibles, c'est tout au niveau cérébral. Parce que si on évite la mort cérébrale, on peut le récupérer le cœur. Si la mort cérébrale s'installe, donc il devient un corps donneur éventuel pour le rein. Parce qu'il faut que la société comprenne s'il meurt, il peut donner son corps pour sauver d'autres vies. Effectivement, bon, voilà. C'est hyper important. C'est ce que j'étais en train de dire à Dr McNassie d'ailleurs. Comment faire, c'est-à-dire il faut vraiment sensibiliser dans ce sujet. Il faut aller vers cette lignée. Parce que pas seulement je donne, il y a aucun problème. Oui, vous, moi, les présents, les gens qui comprennent un petit peu. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas, qui se disent « Ah, un anmout kamla ». Alors que non, c'est l'âme qui part. C'est l'âme. Il faut la communiquer. C'est pas le corps. Il faut comprendre, il faut donner l'explication de pointe pour qu'il essaie de comprendre la situation. Parce qu'il peut sauver son frère, sa mère, effectivement, ton père. Oui. Une vie. Quand on sauve une vie, c'est déjà quelque chose quand même. Oui. Effectivement. Donc, merci beaucoup, docteur Mkharbesh. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Eh bien, de toutes les façons, la porte de la télévision algérienne et de la station régionale d'Oran est grande ouverte pour tous nos invités. D'ailleurs, on le dit et on le redit. Marhaba bikoun. Donc, merci beaucoup, docteur McNassie. C'est un plaisir. Et merci beaucoup, docteur Farouk Boukerch. Donc, vous êtes cardiologue et président de l'association Amoprec, donc longue vie à l'association et bon courage à vous. Donc une pause musicale, je suis certaine que vous allez adorer avec la troupe Issa Wado Mossagana. On se retrouve juste après. في كل حين يا سامعين من البياع والشاري
قلت لي يا كوكب وهاج محمد الصفاق الباري يا لو كانت عارف قد الأمات بني زمانها بيدك يا والربح بيك بلا خدمة مغرور من يعطر غيرك يا والأرض كلها والسماء والعرش والقلم من نورك يا بيد المقام يعجز فقري يا بيد المقام يعجز فقري بدا نقول في صاحب المعراج محمد الصفاق الباري يا وتقر سباب كل خير تقر سباب كل خير بدا فراد في وقاد الخالية هي بابا ضاعت لي مقين دير لو الغنم وقتيل يوم نذكر بالنية هي بابا انحدر من قلب Ça vous a boosté, certainement, c'est tout comme ici même au studio de la station régionale d'Oran. On a apprécié cette belle interprétation tirée de notre patrimoine musical Issawa de Moussa Ghanem. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, c'est qu'on a l'université avec nous. Alors l'université, bien sûr, c'est c'est la faculté des sciences exactes et appliquées qui sont présents avec nous à travers le doyen monsieur Mohamed Hamadouche. Alors vous êtes doyen de la faculté des sciences exactes et appliquées. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de monsieur Ghalem Belalem, coordinateur de la formation MSIL, c'est ça, voilà. MSIL, technologie en santé. Bonjour, marhaba bik, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et merci Et pour bien sûr, l'invitation. en principe, on commence honneur aux dames, mais je l'ai laissé parce qu'elle a eu vraiment un prix. Donc, et c'est un plaisir de la recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie, c'est mademoiselle Ikram Rima Harrat. Alors, vous êtes étudiante en technologie en santé, Master 2, et vous avez pris le premier, vous avez gagné, on va dire, et arraché la première place, le premier prix de l'événement. Ça va? Ça va. Marhaba. Bonjour. Et félicitations. Merci. Un honneur. Merci. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de la faculté des sciences exactes et appliquées. Alors, parlez-nous un petit peu de cette faculté. D'ailleurs, quand on parle de sciences exactes, on dit tout le temps « Ouh là là !» Ça veut dire que c'est dur. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette faculté? Bon, pour la faculté de sciences exactes, comme vous le savez, c'est la première faculté des sciences qui a dérivé de la première université post-indépendante, c'est-à-dire l'université d'Oran. Elle a été créée en 1967, comme vous le savez. Ensuite, il y a eu l'avènement de la réforme en institut et enfin en faculté. Nous étions une faculté des sciences avec 5 départements. On avait avec nous le département de biologie, de maths, de physique, chimie, informatique. Ensuite, il y a eu la fission et ça s'est scindé en 2 facultés. Faculté de sciences exactes et appliquées, actuelle, avec 4 départements, mathématiques, physique, chimie et informatique. Alors, dans ce système LMD, LMD qui veut dire licence, master, doctorat, notre faculté contient, d'ailleurs c'est la seule faculté qui contient plus de domaines, 3 domaines, comme on dit en arabe, Meydan. Donc, sciences de la matière, où on peut avoir 2 filières, filière physique et filière chimie. Le domaine le plus demandé maintenant, mathématiques et informatique, il y a 2 filières, filière mathématiques et filière informatique, et le domaine sciences et technologies, ST, où il y a plusieurs filières. Nous avons... Intelligence artificielle? Non, intelligence artificielle fait partie du domaine MI, maths informatique. Nous avons le 3e domaine, sciences et technologies, avec plusieurs filières,
chez nous, nous avons deux filières, filière génie des procédés et la filière génie biomédical dans laquelle ce master est C'est une nouvelle filière, c'est ça? Non, non, elle n'est pas. Non. D'ailleurs, nous, on est la première promo, donc ça fait 5 ans qu'on a cette formation, mais elle existe dans d'autres universités, mais sous d'autres formes. D'ailleurs, c'est la seule formation où l'étudiant, quand il entre, il prépare directement un master. On appelle ça MC, donc c'est un master à cursus intégré de licence. Donc c'est 5 ans. Mais si au bout de 3 ans, il peut s'arrêter et prendre sa licence, on peut la lui donner. Sinon, il va terminer jusqu'à... Alors, ce sont des étudiants avec une moyenne de bac supérieure ou égale à 14. Donc, c'est les meilleurs bacheliers que nous avons dans notre faculté. Très bien. Alors, et quels sont les programmes justement de recherche actuellement au sein de la faculté? Alors, notre faculté possède 19 laboratoires de recherche, dont un laboratoire d'excellence. Au total, en Algérie, il y a peut-être 4 ou 5 laboratoires d'excellence. Donc nous avons 5 laboratoires au département de chimie, 5 laboratoires au département de physique, 4 laboratoires de recherche au département d'informatique et 4 laboratoires de recherche au département de maths. Donc chaque laboratoire a une spécificité. Par exemple, le professeur Belhalem, présent avec nous, fait partie du laboratoire LIO, informatique. D'ailleurs, c'est le premier laboratoire d'informatique qui a été créé à l'université d'Oran, Senia Sabiran, qui traite de l'intelligence artificielle. Donc, il pourra peut-être en parler tout à l'heure. Justement, donc, parce que l'intelligence artificielle actuellement, c'est qu'elle a pris vraiment du terrain. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça devient une mode, comme on dit. Donc, effectivement, une grande mode même, tout à fait, qui s'est introduite dans tous les domaines d'ailleurs. Tout à fait. D'ailleurs, la tutelle nous a instruit. D'ailleurs, toutes les formations master à partir de l'année prochaine vont enseigner cette matière. Donc, même les sciences humaines, sciences islamiques, auront un programme adapté, bien sûr. Donc, cette matière sera obligatoire dans le cursus d'un étudiant. L'intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'humain. C'est ça le problème, c'est que maintenant ils sont en train de faire de l'innovation incroyable. Ils ont même dernièrement aux États-Unis, je pense que vu que vous êtes jeune, donc certainement vous savez, donc ils ont même créé un studio où on fait des films, où on produit des films, alors, et qui peut coûter 8 fois moins cher que la réalité. Et là, c'est un petit peu alarmant quand même, non? Tout à fait. Il y a un risque. Bon, quand on voit l'intelligence artificielle qui prend le dessus sur l'humain, c'est un petit peu quand même alarmant, parce que là, l'humain, face à l'intelligence artificielle, il est un petit peu faible, non? Exactement. Surtout dans le domaine de la santé, du moment qu'on parle de l'intelligence santé, les gens, les médecins ont peur qu'il viendra un jour où... Il ne viendra pas un jour, ça y est, c'est bon, c'est fait. D'ailleurs, en Chine, ils ont fait un hôpital. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont fait un hôpital. Alors, la prise en charge... Que des robots, il n'y a pas un humain, sauf le patient. Là, c'est vraiment alarmant. Ça y est, c'est bon, en matière de santé, ça y est, c'est bon. On est en 2050 peut-être. Exactement, oui. Mais je pense que l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est bien placée et centrée sur l'humain, ça va être... je pense que ça va faire une différence réelle. Et je dis toujours que l'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer les médecins, mais pour les soutenir. C'est tout. Tout à fait. Oui. Tout à fait. On aura toujours besoin des médecins, justement, pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Très bien. Alors, quels sont les critères d'évaluation, justement, des projets? Ok. Donc, concernant cet événement, c'est un événement qu'on le fait chaque année. C'est sa 5e édition. Donc, cet événement qu'on appelle SACONET, qui a été initié. Justement. Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier nos professeurs Snowbar, Abdelmajid,
C'est professeur au niveau de pneumologie, service pneumologie de l'hôpital Oran, CHU. Et je tiens aussi à remercier notre collègue Abdelhamid Mellouk, qui est professeur en France. Ces deux personnes, bien sûr, avec notre tutelle, notre recteur et notre doyen, qui ont poussé à faire émerger cette nouvelle formation qu'on appelle génie biomédical, MSIL. Génie biomédical, donc c'est une formation où les étudiants vont recevoir des cours en combinaison avec donc l'informatique, la chimie, la physique et surtout la santé. Donc il y a plusieurs matières de santé et la chose, c'est-à-dire le noyau de cette formation-là, c'est que les étudiants touchent en main les choses, les capteurs, etc., pour réaliser leurs idées. Donc il y a donc chaque année, les étudiants viennent avec leur propre idée et concrète. Elle est là, palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut sentir. Donc dans cette formation-là, il y a aussi l'aspect intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, donc les étudiants aussi, parce que actuellement on utilise l'intelligence artificielle pour soit classifier quelque chose, pour la mettre dans une classe, on dit classification, soit pour prédire quelque chose qui va venir après. Donc ça, c'est les choses que tout le monde souhaite lorsque j'ai des données passées. Est-ce que je peux prédire le futur? Donc ça, c'est l'IA, elle vient pour nous aider à prédire avec, bien sûr, une certitude. Donc il y a une erreur qu'on doit toujours, on la calcule, on dit voilà la prédiction de l'IA et voilà l'erreur qu'elle a donnée. Donc ça, c'est l'idée. Ce que vous avez tout à fait raison, que madame, qu'il y a des inquiétudes, des questions que l'humain les pose. On va aller où si on laisse avec cette technologie qui est rapide d'ailleurs à développer. Oui, donc elle dépasse l'être humain dans les domaines spécialistes. Donc il y a plein de questions qui sont posées par les chercheurs, par les spécialistes sur ça. Et actuellement, il y a presque 2 ans, une année, il essaye, les piliers de l'IA essayent de mettre un petit peu des barrières, des contraintes. On appelle ça surtout dans l'aspect de l'éthique. Mais quand on a des innovateurs, de jeunes innovateurs tels que la demoiselle, donc moi je pense que les barrières, elles sont très difficiles de maintenir. Oui. À maintenir plutôt. Oui. Les barrières, je pense qu'ils ont mis quelques barrières. C'est pas donc ils ont mis, c'est-à-dire qu'on développe de l'IA, mais on doit toujours être transparent. C'est-à-dire tout le monde peut voir qu'est-ce que j'ai développé. On ne fait pas quelque chose de caché. Parce que le problème qui se pose lorsqu'on développe des choses cachées, où les données ne sont pas fiables, ça va risquer et ça va dégénérer des choses un petit peu inquiétantes. Donc ça c'est côté l'IA. Donc pour la formation, je reviens à la formation, on applique de l'IA, mais l'IA, si je peux l'appeler, parce qu'on l'appelle l'IA faible. C'est-à-dire qu'on l'utilise dans le au bon profil, sens. au profil de l'humain. Donc c'est pas le... Parce qu'il y a des gens qui parlent aussi de l'IA forte, mais ils disent qu'on n'a pas encore arrivé. Mais si un jour on arrive à ce stade-là, qu'on n'a pas la singularité, ça va nous dépasser. On ne peut plus la rattraper. On préfère rester comme ça, Voilà. moi, à mon avis, parce que rien que de voir l'hôpital plein de robots, le médecin est robot, l'infirmier est robot, la prise en charge médicale est robotique. Donc, j'ai vu aussi un petit reportage sur des chaînes étrangères, c'est qu'ils ont fait, ils ont capté, on va dire, une vidéo qui circulait sur le net, que le robot, alors, il a attaqué son concepteur. Oui, c'est vrai. Là, Tout c'est le monde vraiment l'a. alarmant. D'ailleurs, là, ça leur a un petit peu... En principe, ça les secoue un petit peu pour s'arrêter. Voilà. Ça, c'est des inquiétudes qui sont tellement posées par les chercheurs. Effectivement. Si un jour, si on ne contrôle pas, elle peut se développer. Ah et dans oui. ce cas-là, elle peut décider. Contre l'humain. Oui. Bah oui. Oui. Alors là, je m'adresse à vous, mademoiselle Ikram Rima Harrat. Je le rappelle que vous êtes étudiante en technologie en santé, Master 2, et vous avez pu avoir le premier prix. Alors parlez-nous un petit peu de votre projet avec lequel vous avez participé. Alors, moi, comme une future ingénieure biomédicale, on essaye toujours de trouver des solutions pour des problèmes de santé. Le problème que j'ai visé, c'est les erreurs de la prise de médicaments. Et dans ce contexte, j'ai réalisé
J'étais pas seule. Je travaille sur ce projet qui est la réalisation d'un pilulier automatique avec mon binôme qui est Babou Yassine, sous l'encadrement de M. Belalem. C'est un pilulier. Monsieur Ibrahim. Et M. Ibrahim Kramba, oui, bien sûr. Ce pilulier automatique est un dispositif capable d'organiser la prise de médicaments pour les personnes âgées qui prennent plusieurs médicaments par jour, en émettant des alertes sonores, lumineuses et vocales lorsque l'heure programmée de prise de médicaments arrive, et aussi en envoyant des notifications sur un smartphone d'un proche en cas de non-prise. Ça, c'est très intéressant. Dites-lui, l'idée, elle est venue d'où? Oui, d'où est venue l'idée de faire ça? L'idée, ce projet me tient particulièrement à cœur parce que l'idée, c'était à cause de ma tante qui a fait une erreur. Elle a pris un médicament plusieurs fois et ça lui a causé des problèmes de santé, et elle est décédée. Oui, elle est décédée. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette idée. Pour essayer de sauver des vies. Oui. Ah ben c'est bien, parce que là, c'est que Rabbi yarhamha. Et puis, de toutes les façons, on va tous partir un jour, d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut toujours accepter la mort d'un proche. Moi, je dirais. J'ai accepté, mais voilà. Quand même, j'ai essayé de faire quelque chose pour que... En sa mémoire. Oui. Très bien. Et ça vous a pris combien de temps pour la réalisation de ce projet? 3 mois. 3 mois. Je suis toujours en cours de réalisation. C'est pas encore fini, mais 3 mois, il est déjà... Donc j'ai fini le design et je finis le circuit. Donc il me reste que l'assemblage des deux. Ah, très bien. Donc quand même, il est fini. On peut dire qu'il est fini, hein, là. Voilà, ça sera prêt pour la fin juin, Inch'Allah. Très bien. Donc bon courage. Je crois, et même on peut mettre de l'eau dedans, c'est ça? Oui. Vous avez C'est ça la nouvelle, parce que ces pilules automatiques existent déjà. Donc ce qui est nouveau par rapport aux autres piluliers qui existent, c'est le conteneur d'eau. Donc le pilulier va... Donc les personnes âgées vont pas... Ils vont pas être bloqués par... Oui. C'est-à-dire ils ont de l'eau sur place, c'est ça. Oui. Dans ce pilulier, voilà, j'y arrive, dans ce pilulier. Pour qu'il soit portable. D'accord. Alors, et comment est-ce que la programmation justement des médicaments, est-ce qu'ils sonnent à l'heure, on va dire, ou à l'heure de prise? À l'heure programmée auparavant, oui. Il ne s'ouvre pas, par exemple, si quelqu'un prend son médicament à 10 heures, il ne s'ouvre pas à 9h59. Donc, très bien. Donc ça, c'est un pilulier intelligent, parce que moi, j'ai vu des piluliers c'est-à-dire sur le net, dans d'autres pays, etc. C'est que c'est des piluliers, on va dire, programmés, c'est-à-dire quand on le programme à 10 heures, on le programme à midi, on le programme... Donc c'est programmable, mais... Il peut s'ouvrir, hein, en fait. Voilà. Donc le vôtre, il ne s'ouvre pas à 59 minutes. C'est justement, c'est ça le but. C'est pour la sécurité des patients. Oui. Ah ben c'est bien, parce qu'il y a des personnes âgées qui ont des amnésies, qui oublient sans être amnésiques. Pour qu'ils ne prennent pas le même médicament plusieurs fois. Oui. Voilà. Oui. Il rappelle aussi lorsqu'il y a le moment. Il y a des rappels? Oui. Il rappelle lorsqu'il y a le moment d'arriver pour la prise de... Il met un son. Des alertes, une alerte sonore, alerte lumineuse et alerte vocale. Ah, très bien. Donc, là, celui qui n'entend pas bien, celui qui n'envoie. Qui ne voit les malvoyants, et même pour les personnes qui entendent et qui voient, donc ils peuvent l'utiliser. Ça, c'est très intéressant. Alors, est-ce que c'est pour la semaine ou alors c'est journalier? Est-ce que c'est journalier. Ah, d'accord, très bien. Parce qu'il y a des piluliers pour qu'ils soient petits. Donc, très bien. On a travaillé sur le design et l'accessibilité et la simplicité d'utilisation. Yatek saha. Vraiment, yatek saha. Et puis, merci pour cette innovation toute nouvelle en Algérie qui sera mise, on va dire, en vente quand approximativement? Non, de toute façon, il y a d'autres étapes.
Voilà. C'est Donc, Oui, ce sont des étapes qui il faut sont qui prennent qu'il du soit temps. breveté. Donc, Effectivement. c'est- Voilà. Donc, merci beaucoup, Ikram Li Maharat, Yatik Saha, et bravo pour le premier prix, pour cette innovation aussi. Monsieur Belalem, donc merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Encore une fois, je rappelle que le projet était fait par deux personnes, par Exact. Harrat et par Monsieur Babou Yassi. Voilà. Ah bah oui, ils sont deux sur le Sur le projet. projet, Comme voilà. Saha. Là, il va- Et bon courage à vous deux. Merci. Très bien. Alors, et bien sûr, merci Monsieur Mohamed Hamadou. Je le rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences exactes et appliquées. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous voulez rajouter un dernier mot? Il c'est n'y a ça pas que son projet qui était intéressant. Il y a Il y en d'autres a projets. plusieurs. Alors, à titre d'exemple, Oui. celle qui nous a fait rire, il y a un binôme qui ont fait des gants anti-colère et anti-stress. Très bien. Des gants anti-colère et anti-stress. Donc, ça nous a fait rigoler, mais Oui, mais c'est un plus. Hein. Oui. C'est un plus. Merci beaucoup. je vous en prie. Alors, une petite balade à travers Oran et on se retrouve juste après avec le troisième plateau. Voilà. Oran hier, Oran aujourd'hui. Eh bien aujourd'hui, nous recevons avec nous alors une écrivaine et pas des moindres, c'est Fatiha Lekbed. Alors elle a écrit un ouvrage. Alors c'est un ouvrage, c'est Oran hier. Donc on va savoir un petit peu de quoi consiste cet ouvrage, Oran hier. Bonjour Fatiha Lekbed, ça va? Bonjour. Vous allez bien? C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. C'est un ouvrage qui est très intéressant. D'ailleurs, rien que de voir son titre qui accroche. Donc, Oran hier. On se précipite tous pour voir un petit peu et acheter cet ouvrage pour connaître un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage. Alors, vous l'avez en deux versions, la version française et la version en langue arabe, Wahran Ams. Très bien. Alors, quelle a été justement votre inspiration pour écrire cet ouvrage, Oran hier? Alors, premièrement, je vous remercie de m'avoir permis de présenter mon livre aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a inspiré, c'est que en tournant dans les librairies, il y a un manque énorme de livres qui parlent d'Oran et de l'histoire d'Oran. Et je voulais écrire ce livre pour nos jeunes, pour connaître l'histoire de leur ville. C'est très important. Je l'ai commencé en 2017 et j'ai dû arrêter pour des raisons professionnelles. Mais j'ai repris dernièrement et je me suis dit il faut que je termine et voilà. C'était samedi, j'ai fait l'avant-dédicace samedi dernier. Justement. Et donc ce livre est adressé aux jeunes, à nos jeunes surtout. Pour qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas notre histoire, notre passé, pour construire mieux notre
futur. Voilà. Exactement. Alors, et quels sont les événements marquants qui ont, on va dire, historiques que vous avez voulu mettre en exergue et en avant? Alors, dans ce livre, j'ai commencé par la présence humaine à Oran, donc la préhistoire à 1962. Donc, je passe par donc la préhistoire, la présence phénicienne, puis romaine, présence vandale, byzantine, la conquête arabe, puis la colonisation espagnole, puis la colonisation française. Donc, je me suis tardée un peu dans cet espace-là. J'ai parlé donc de la conquête. J'ai parlé des Algériens qui ont été exilés en Calédonie à Cayenne. C'est une page de l'histoire que nos enfants ne connaissent pas. J'ai parlé des événements du 8 mai 45. Il y a un événement aussi qui concerne Oran, qui Madame Khaira Ben Daoud qui a été à Guelma, et qui a ramené des orphelins qui ont été adoptés par des Oranais en mai 45. J'ai cité quelques héros de la Révolution, que ce soit des Chouhada ou des Moujahidines. J'ai parlé aussi des monuments historiques d'Oran, des quartiers d'Oran, les anciens, comme Mdijdida. Quand est-ce que Mdijdida a été créée? Quand est-ce qu'elle... 1848. Ah, quand même. Ouais. C'est et el Hamri, c'est le Houari qui est le plus ancien quartier d'Oran. C'est le cœur d'Oran. Oui, j'ai parlé de la Casbah, j'ai parlé des forts espagnols. Là, je vois, c'est que vous avez même mis des dates très significatives oui. de la Révolution. C'est-à-dire, là, vous avez parlé de la guerre de libération, la bataille de Sidi Halem, le gouvernement provisoire, le cessez-le-feu, les accords d'Évian aussi. Oui. Donc là, d'ailleurs, le scrutin pour le 5 juillet 62, les événements, l'organisation de l'armée secrète, l'attaque d'une école à Oran par l'OAS, et puis l'Algérie indépendante. Voilà. Et là, c'est que vous avez un petit peu sillonné beaucoup d'événements par lesquels Oran est passé. Oui. Donc, pourquoi vous l'avez fait? Pourquoi vous avez réalisé cet ouvrage? C'est pour nos enfants, pour qu'ils n'oublient pas leur passé, pour construire mieux l'avenir. Parce que l'Algérie est passée par beaucoup de peines, par des guerres. L'Algérie, c'est le seul pays d'Afrique ou arabe peut-être qui a beaucoup souffert. Et c'est ce qui a forgé la personnalité de l'Algérien. Il est fort, il est digne. Je voulais que cette dignité, cette force, qu'elle soit dans le cœur de nos enfants. Parce qu'ils doivent apprendre des anciens. Ils doivent savoir ce qui s'est passé. Donc les Algériens qui ont été exilés en Calédonie, en Cayenne, c'était des familles entières. Et c'était le père avec ses 3 fils ou 4 fils qui ont été... Ils y sont jusqu'à présent d'ailleurs, ben oui. leurs descendants. Donc c'est important de le signaler. Et il y a les enfumades, il y a c'est une page de l'histoire, surtout la période coloniale, que nos enfants devraient connaître très très bien. Alors, et quel a été votre processus de recherche? Alors, je voulais d'abord, j'ai cité dans mon introduction qu'il y avait un problème de source. Vous savez qu'au Oran, il y a un vide historique du 10e presque au 14e siècle. Un vide historique. Oran a été toujours détruite, anéantie. Mais comme un phénix, ça revenait toujours de ses cendres. Effectivement. Et donc, ce vide historique, j'aimerais bien, à partir de cet endroit, inviter les historiens algériens à
à faire plus de recherches dans ce domaine-là, qui est très important. On a des témoignages de philosophes, de sociologues, comme Ibn Idrissi, Ibn Hawqal, Léon l'Africain, qui ont parlé d'Oran du Xe au XIVe siècle, mais ce n'est que des faits qui ne peuvent pas être... qui sont racontés, mais qui n'ont pas de base, de sources réelles. Ibn Hawqal, Idrissi, ils ont parlé. Ibn Khaldoun, ici, qui a parlé des habitants d'Oran, qui sont les Azadja et les Mouzgen. Oran n'a pas existé que depuis 902, non, elle a existé avant. Oran était un port, elle était la porte vers l'Afrique. C'était un port important les Phéniciens. Bien avant 902. Bien avant 902. Donc il y avait les commerçants, ils passaient par Oran pour aller en Afrique, pour amener les peaux, l'or, les pierres précieuses. C'était un passage important dans la Méditerranée. C'était un port très, très stratégique. Et donc on ne peut pas relier l'histoire d'Oran à partir de 902. Non, je suis contre tous ceux qui disent que Oran a été créé en 902 parce que Oran a existé bien avant. Il y avait les Azadja, les habitants, les berbères d'Oran, qui étaient de guerriers, qui avaient une vie, il y avait une ville, il y avait bien avant la présence des Andalous. Effectivement, oui. Voilà. Donc, puisque Oran, d'ailleurs, ça a été un carrefour de civilisation. De civilisation, bien sûr. Donc, elle a eu même la visite des Portugais. Oui, ils sont restés quand même assez longtemps. Une soixantaine d'années, je crois. Non, même pas, une trentaine d'années, mais ils n'ont pas pu... On a les habitants d'Oran qui étaient très, très valeureux, les tribus arabes, enfin oranaises, qui étaient très... c'était des cavaliers très, très connus. Les Espagnols ont souffert des tribus Douaïr, Zmela, qui les... Effectivement. Donc, il y avait une présence assez forte à Oran. Les Oranais ne se laissaient pas faire. Effectivement, d'ailleurs, jusqu'à présent, ils ont gardé le même tempérament, on va dire. Donc, une toute dernière question. Donc, on découvrira cet ouvrage en le lisant. Donc, en lisant cet ouvrage, vous allez vraiment vous régaler parce que cet ouvrage, là, je l'ai un petit peu feuilleté, on va dire. Donc, j'ai trouvé même des héros, des héroïnes aussi, des moujéridettes aussi, des places d'Oran, les portes d'Oran, les remparts d'Oran, les mosquées d'Oran, les placettes d'Oran. Les oulémas d'Oran. Donc, les oulémas d'Oran, oui. Il y a des oulémas ici, que j'ai cités, qui sont méconnus. On connaît Ibn Mahrez, on connaît Sid el-Houari. Il y a d'autres qui ont existé bien avant, 11e, 12e siècle, qui ont fait des études en Andalousie, qui sont rentrés à Oran, et ils ont été des enseignants en Syrie et en Égypte. Donc c'est des ulémas en droit, en jurisprudence, en médecine et tout. Donc à ne pas négliger. Alors une toute dernière question pour clôturer. Y a-t-il une part de fiction et de vécu dans cet ouvrage? De fiction, non. Mais de vécu, oui. Donc tout ce que j'ai raconté là... Tout ce qu'il y a dans l'ouvrage, c'est réel. C'est réel. Je me suis basée sur des sources fiables. Je ne pouvais pas mettre de fiction parce que l'appellation d'Oran, d'où elle venait, donc j'ai cité les 7 ou 8 citations, mais la plus plausible, c'est que Oran, Wahran, elle vient du mot Ahar, qui est un mot berbère. Voilà. Très bien, donc merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation, merci pour cet ouvrage en l'honneur d'Oran. Alors Oran hier pour un petit peu construire notre avenir. Donc Oran aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer un deuxième ouvrage sur Oran aujourd'hui? Oui, j'ai déjà entamé, je suis au tiers de voilà. Je voudrais montrer que Oran, l'Algérie
a évolué. Effectivement. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? Ils sont disponibles dans les librairies à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui? Oui, parce que samedi, j'ai fait la vente dédicace. Donc, très bien. À partir d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez me dédicacer celui-là? Bien sûr, avec plaisir. Oh là là, et en plus de ça, j'ai un stylo. Hein. Donc, je ne vais pas vous lâcher comme ça. Donc, il y a en deux versions. La version française, Oran hier, et la version en langue arabe, en langue maternelle arabe, Wahran Ams, par Fatiha Lekbed. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Une pause musicale qui s'impose et le dernier plateau pour clôturer ce Bonjour d'Algérie du 4 juin 2025. Il est quelle heure? Alors, il est 9h20 du matin. Voilà. Donc, on se retrouve juste après. Donc, la pause musicale. أحب ليق الأحباب في كل ساعة لأن لي الأحباب في المنافع عهديكم باقي وفي الوصل طامع الله الله لا إله إلا الله مولانا الله الله لا إله إلا الله راحتي الله الله لا إله إلا الله مولانا الله الله لا إله إلا الله راحتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بحر الصفا رسول. Une très belle voix qui interprète une très belle chanson tirée du terroir algérien. Alors, comme je l'ai annoncé tout au début, dernière ligne droite aujourd'hui au Bonjour d'Algérie, c'est la Chambre de l'artisanat et des métiers qui sont présents avec nous, alors avec leurs membres, Houeria Boutaoun. Alors, vous êtes membre à la Chambre de l'artisanat et des métiers. مرحبا بك. بك الله يعطيك الصحة وشكرا لك على الاستضافة مدام. ميرسي وشكرا للطاقم الحضور اللي معنا تاني وراء الكاميرا. شكرا لهم على هذه الاستضافة. Merci beaucoup. Alors, la Chambre de l'artisanat et des métiers, c'est une chenille d'artisans d'ailleurs et d'artisanes qui sont adhérés et qui font la formation au sein même de la Chambre. Il y a comme ça, parce que vous vous occupez quand même, vous lancez sur tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est métier traditionnel, métier des mains d'or, on va dire, que vous faites sortir d'ailleurs de la Chambre de l'artisanat. Donc, parlez-nous un petit peu du programme pour l'été que la Chambre de l'artisanat a concocté pour les estivants, on va dire, et les visiteurs d'Oran, et surtout pour le plaisir des Oranais aussi. إن شاء الله يا ربي. Bon, هي أنا كممثلة للغرفة
وعضوة مكتب لغرفة الصناعة التقليدية والحرف، وكهمزة وصل يعني نمثل ونوصل يعني همزة وصل ما بين الحرفي وما بين الغرفة. احنا النشاط تاعنا ومهمة تاعنا أن نوصلوا الحرفي للغرفة باش يبقى النشاط تاعه ولا الحرفة تاعه اللي تكون خبرة وكفاءة عنده ماذا بينا كيتجه للغرفة ويدير يعني دبلوم شهادات، وعندنا شهادات تكوينية وشهادات تأهيلية عندنا، ومنها يعني مدرسة التكوين وتحسين المستوى يفوت فيها يعني تكوين اللي ما عندهاش أي خبرة ولا علاقة مع المهنة بصح يحبها يبغي يخدمها وكا يعني نفوتوه مدرسة التكوين. ولا عنده خبرة وكفاءة وما عندهاش دبلوم وقاعد يعني يخدم شحال ديزاني يخدم الحرفة تاعها بس ما عندها أي إثبات باللي عنده هذيك الحرفة في مالغري عنده لي مان دور. الوغ حنا نوجهوا للغرفة باش يدير شهادة التأهيل ويفوت عند لجنة التأهيل ويدير شهادة تاعه، ومن بعد يدير لا كارت دارتيزان ويدير معها يعني تكون بيومترية. Il faut un dossier. ان دوسي فورنيغ بيان سور. تكون عنده بون الفوتوكوبي تاع لا كارت تاع الدبلوم شهاده التكوين ولا شهاده التاهيل، عندها اكستري نيسونس دو فوتو وفوتوكوبي تاع لا كارت ديدونتيتي، ومعها يعني المبلغ الرمزي اللي غادي يديره له الغرفه باش يتجه. بون هو نطلبوا كاع من الحرفيين يتجهوا الى الغرفه باش يثبتوا هذيك المهاره تاعهم والكفاءه تاعهم والخبره تاعهم اللي راهم مكتسبينها يعني ديزاني وما عندهمش عليها اثبات. هذه اولهم. ثانيهم عندنا ترويجات، نديروا يعني دي بوبليسيتي، نديروا معارض، نديروا يعني نطلبوا من الحرفيين يكونوا توجور منضمين للغرفه باش يقدروا يديروا معنا يعني معارض يكون وطني ولا يكون محلي. يعني كاين خاطرش كيما هذا جوان عندنا في الغرفه الصناعيه التقليديه والحرف هاي دايره في جوان، هذا دايره ثاني معارض للحرفيين، نطلبوا منهم التوجه الى الغرفه مرحبا بهم، ونطلبوا ثاني من السلطات العليا اللي كانت تعاوننا هذا افيك بليزير. رانا باغيين زعما مكان في جيت جاردين تاع الصديقيه ولا اي مكان يكون زعما واسع يكون بيبليك فيه، يكون فيه شعبيه. اكزاكتومون سيرتو لو مومون dans les jardins et tout d'ailleurs ça c'est carrément bondé. ومام الغرفه الوطنيه للحرف والصناعه التقليديه راهي دايره في جويي ثاني معارض صالون وطني يعني دايرته، وان شاء الله نقولوا للحرفيين راه كاين النشاطات وكاين حاجه تاع حرفه وكاين وين يمارسوا نشاطهم ويديروا بيبليسيتي. لا ما داروش لا ما باعوش ولا ما كاش منتوج مبيوع يقدروا يديروا يعني ليفريزون ا دوميسيل، يقدروا يمدوا دي كارت دو فيزيت. هذا هو الترويج يعني يكون كلي اللي هو باش حرفته تبان واسمه يبان، باش يكون عنده سمعه تكون عنده اسم تاعه باين هكذا باش حنا نقدروا نعاونوه ويكون يعني نكونوا واقفين معاه ان شاء الله لاتمام وجه. Alors هضرتي لي على le salon national justement que vous êtes en train de préparer. Est-ce que vous avez pu toucher plusieurs villes d'Algérie? Bon, le salon national c'est pas nous اللي رانا نبريبارو فيه، مي الغرفه سي لا شامبر دو ميتي اي دارتيزانا تاع الجي هي اللي تبريباري فيه في جوي. بون هما حنا نبريبارو محلي تاع في جوان. على قلت لك المواقع لابد تكون عندها شعبيه، لابد يكون عندها جمهور وين كاين اقبال وكاين هكذا باش الناس دير لا بيبليسيتي تاعها. بس هذا تاع الوطني دايرتها الغرفه الوطنيه تري بيان مده جوي شهر جوي. Et vous recevez beaucoup d'artisans comme vous faites? Exactement. الحمد لله حنا درنا معارض مسبق وكل شيء، في كل عام عندنا معارض حتى 4 معارض في العام. الوغ كنا اغلبيتهم نديروهم في احمد بن بله في اوتيل احمد بن بله سي سي او، كنا نديروهم شاكاني سورتو لا فان داني توجور ثاني كاين تما يكون فيها يعني حضور الوالي، يكون فيها حضور مسؤولين واطارات ما شاء الله عليهم، ويزيدوا يحمسوا هذاك الترويج ويحمسوا هذاك المعارض والحمد لله واشهارات تكون كبيره ان شاء الله. Très bien. Est-ce qu'il y a dans vos projets la participation d'artisans qui font partie justement de la chambre de l'artisanat et des métiers pour participer à des on va dire à des événements internationaux? كاين حنا نديروا لهم يعني بيبليسيتي في الغرفه ونديروا لهم يعني اشهار في الفيسبوك كاين في هذا لي ريزو سوسيو وكل شيء سي سيغ فيها اقبال على الحرفيين وينضموا الينا ويشاركوا، وفيها يعني مبلغ رمزي يديرها لهم تحداه لهم الغرفه باش هذاك المكان تاعهم يكون ليهم مخصص باسمهم. والحمد لله انا درت معاهم الخطره اللي فاتت معرض وكل شيء، شاركت مع بون بلوتو انا درت معاهم عضوه مكتب كمنظمه معاهم. بصح سقسيت الحرفيين اسكو يسون ساتيسفات اسكو باعوا المنتوج تاعهم، قال لك بعناه علامه زعما بين المنتوج اللي يشروه بوكو كاين. شوفي كاين العسل
كاين صناعه العسل الطبيعي، وكانت صناعه الصابون اللي كانت متقدمه بزاف، صناعه النسيج كانوا جايبين دي ساك هكا صانعينهم زرابي يعني تاع الجنوب. سي تري بو تري بو. شوفي كان مكان رائع بالجمال بالالوان، كان اتيرون بزاف، وكان عندنا زعما جمهور كان كاين الشعب اللي كان يشري وكاع وعجبه المنتوج، باسكو المنتوج اصلي جزائري وطني. يعني كي يروحوا تما عارفين باللي الغرفه الصناعه التقليديه تاع وهران الا دارت معرض عارفه باللي الحرفيين راهم 100% بيو، راهم خادمينها بيو باسكو ما يقدروش فيه الغش ولا حاجه، باسكو حنا حرفيين تاعنا الحمد لله في القمه ورانا نتعاملوا معاهم محض الثقه. يعني عندهم منتوج ما شاء الله عليهم جزائري لارتفاع الاقتصاد الوطني والمنتوج الوطني والاولويه للحرفيين. اكزاكتومون ولا شويه الحرفيين يعني منضرين من جهه الا كان ندخل شكرا. المره اللي فاتت حضرنا مع الجمعيه العامه في الغرفه الوطنيه، حضرنا يعني كاعضاء مكتب، معنا رئيس المكتب، حنا كنا 3 اعضاء ومع رئيس المكتب ونائب المكتب. الوغ كانوا عندنا يعني كان عندنا تدخلات في القمه مع سلطات عليا، مع ممثل الوزاره، كان عندنا مع تاع لي زامبو مدير العام للضرائب، وكان عندنا مديره العامه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للغير اجراء. فريمون كان عندنا تدخلات يعني الدفاع عن الحرفي، يعني نروحوا نقولوا شكون اللي مطلع الاقتصاد الوطني سي الحرفي اللي راه يدير الترويج ومهرجانات سي الحرفي. فريمون زعما ماذا بينا تاع لي زامبو يعني ضرائب والصندوق الوطني شويه يتراوحوا شويه يتسامحوا، وما يدوموندوا على محلات يعني راهم يجوا عندنا راهم يديروا لي رادياسيون بور لا كارت دارتيزون تاعهم. فريمون سي مالوغو، ورانا نحوسوا كيفاش يعني نضبطوا الامر معاهم ان شاء الله، باسكو هذيك لا رادياسيون نحوسوا تاع ما كانش واحد يعني يدخل. هذه هي. شكرا. Très bien. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Bonne journée. J'espère que vous allez encore aller de l'avant avec les artisans. Quant à moi, chers amis du matin, chers amis de Canal Algérie et de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. Eidkom mabrouk, kul aam wantoum bkhair inchallah. On se donne rendez-vous le dimanche matin et bien sûr le mercredi prochain de la même station, du même studio, de la même ville, Wahran. Au revoir. زباين سيد الهواري الإشارة في مرجى جوحة